Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre tous les 15 jours sur vos différentes applis de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Merci de votre fidélité. Je vous invite à soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, tipeee.com/podcapsuleur, pour me donner les moyens de continuer l'aventure. Nous poursuivons notre découverte des brasseries du Grand Ouest. Après la Vendée et la Loire-Atlantique, nous nous arrêtons aujourd'hui en Bretagne. Saison 6, épisode 3, Jean-Baptiste Moreau, Frédéric Favenec et Pierre Lenaine, brasserie La Dilettante à Saint-Nolff. L'aventure de La Dilettante débute en 2014 sur l'île de la Réunion. Jean-Baptiste Moreau découvre l'art du brassage et se prend de passion pour la bière. Lorsqu'il rentre en Bretagne, il décide de créer sa brasserie là où sont ses racines familiales, à Vannes, dans le Morbihan. Très vite, la brasserie doit déménager et s'installe à Saint-Nolff, à une douzaine de kilomètres au nord-est de Vannes. Depuis, La Dilettante n'a cessé de se développer. Cet épisode du Podcapsuleur a été enregistré il y a tout juste un an, lorsque la brasserie était en train de terminer l'installation de son nouveau matériel de brassage. Le jour de notre visite, c'est Jean-Baptiste Moreau qui nous accueille. Salut, je suis Jean-Baptiste, bienvenue à la brasserie La Dilettante à Saint-Nolff dans le Morbihan. Jean-Baptiste, tu nous reçois ici dans ta brasserie en Bretagne. On est tout près de Vannes, dans le département du Morbihan. C'est là qu'est née cette brasserie La Dilettante. Quelle est son histoire ? Alors, l'histoire commence en fait à La Réunion, donc assez loin d'ici. Je travaillais dans la culture, j'étais dans un lieu assez exotique mais assez pauvre en bière, et puis je commençais déjà à être un peu amateur. Et je me suis mis en fait sur les conseils d'un copain brasseur qui brassait sur l'île à brasser ma bière dans mon garage, comme beaucoup à l'époque. J'ai appris tout seul et au fur et à mesure, voilà, je faisais de plus en plus de brassins et ça m'a vraiment conforté dans l'idée que, en gros, ça devenait une passion. Donc j'ai quitté mon métier, je bossais pour un festival et mon copain brasseur m'a embauché pour me former à plus gros volume et à plus grosse échelle, puis de façon à apprendre les bases du travail professionnel. Et tout ça m'a conforté en fait dans l'idée que il fallait que je fasse ce métier. Et je suis revenu du coup en métropole en me formant à La Rochelle. Donc j'ai fait ça en 2014. Et à l'époque, il y avait assez peu de boulot de brasseur. Et je me suis dit, pourquoi pas créer la brasserie. Il se trouve que j'ai une bonne partie de ma famille qui habite dans le coin, là, sur la presqu'île de Ruisse. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, voilà, je viens m'installer par ici. Vannes, il n'y a pas de brasserie. Et puis voilà, on est parti en 2015 comme ça. Alors c'est un projet que j'ai monté en fait avec deux autres personnes au début, en tant qu'associé. Il y a Pierre qui travaille aujourd'hui à la brasserie, ce qui n'était pas le cas. Et mon père. Mon père qui est venu donner les coups de main d'embouteillage, des premiers brassins, de dressage, de livraison. Enfin, il a bien aidé et bien œuvré sur les 2 premières années. Et puis, en fait, c'est parti. C'est un peu parti comme ça, quoi. C'est un projet qui me tenait à cœur et qui est, en fait, qui par bouche à oreille s'est extrêmement bien diffusé dès le début. En fait, on a très vite été en rupture de stock et puis j'ai très vite cravaché parce que j'étais tout seul à travailler à plein temps dessus. Ça a duré 1 an et demi comme ça. Et puis j'ai dit à Pierre, qui à l'époque était caviste à Paris, viens parce que là... il y a de quoi vivre à 2 dessus et surtout qu'il y a du boulot largement pour 2. Donc, il est venu me rejoindre. Et puis, petit à petit, voilà, la brasserie a continué son essor. Alors, au début, on a commencé à Vannes. Aujourd'hui, on est à Saint-Nolff, donc à 10 minutes de Vannes. C'était juste qu'on cherchait un local un peu plus grand. On a trouvé là. La zone est très sympa. On s'y plaît bien. Et puis, c'est là qu'on a commencé aussi à produire un peu plus. On est passé, en fait, de 5 hectolitres de production en salle de brassage à 10, et puis on a commencé à embaucher aussi. Alors on est passé à 1, 2, aujourd'hui on est 7, bientôt 8. On est aussi, et là on est sur une nouvelle phase, on fait une grosse extension à notre bâtiment et on a une nouvelle salle de brassage et des nouveaux fermenteurs qui sont arrivés, mais qui ne sont pas encore en mise en service. Donc ça c'est au courant mai, juste avant l'été, pour répondre à la demande de cet été.
Donc tu vis à La Réunion, tu rentres en métropole, tu retrouves ta famille puisque tu as des attaches ici dans le département du Morbihan, et c'est là que commence l'histoire de la dilettante, d'abord à Vannes, ensuite ici à Saint-Nolff, et demain encore à Saint-Nolff, puisque vous avez carrément construit un bâtiment neuf, tout juste sorti de terre. J'ai visité tout à l'heure, ça sent encore la peinture fraîche, et effectivement des installations sont en cours. C'est quoi le projet de la dilettante ? Le projet, c'est une bonne question. Depuis le début, on fait des projections qui sont souvent rapidement dépassées. Donc, on a décidé de voir plutôt à court, moyen terme, parce qu'à long terme, c'est toujours difficile de se projeter, parce que la brasserie fonctionne vraiment pas trop mal. Et puis, on ne sait pas trop où on va aller. Après, on sait quel type de bière on veut faire, on veut garder la même qualité. On veut se recentrer sur un projet aussi un peu plus écologique et un peu plus local. Alors c'est déjà le cas, on est aujourd'hui labellisé bio, on utilise 100% de matières premières biologiques. On a adhéré à une coopérative en fait, des brasseurs ont monté une malterie en Bretagne. Donc on est aujourd'hui, je crois qu'on est 30 brasseurs en fait à avoir adhéré à cette coopérative où en fait on a monté cette malterie. Il y a une filière qui existait déjà, d'ailleurs avant que nous, avant la création de la brasserie. C'est de la terre à la bière. En gros, c'est une filière d'agriculteurs qui cultivent de l'orge breton, qui à l'époque était malté chez Soufflé ou à la malterie du Château. Et en fait, on a décidé de rapatrier ce savoir-faire là en Bretagne. Donc aujourd'hui, on va dire 95% de notre malt est malté en Bretagne et c'est de l'orge breton. Et puis c'est pareil, là on soutient au maximum de ce qu'on peut faire et de ce qu'ils peuvent faire, surtout les houblonniers locaux. On travaille avec Romain à Aller qui a démarré il y a 2 ans là, et qui sur 4 hectares, donc on lui prend une bonne partie de sa production. Pareil avec le champ du houblon au sud de Nantes. On essaye au maximum en fait de faire jouer en fait la carte locale. Et puis nous, ce qu'on aimerait bien vraiment à terme, l'idéal de la brasserie, c'est de faire des bières avec le maximum de matières premières bretonnes. Et puis au-delà de ça, sur le projet écologique aussi, c'est de tendre vraiment vers une neutralité carbone, qui passera par exemple par l'alimentation en énergie renouvelable, ce qui est le cas. Aujourd'hui, on est 100% alimenté par Enercop. Notre nouvelle brasserie sera alimentée au gaz, qui sera du biogaz français. Donc c'est pareil. Enfin, on essaye en tout cas d'aller dans cette démarche. Probablement à un moment aussi de produire un peu d'énergie sur site avec des panneaux sur le toit, de limiter nos effluents, de gâcher le moins possible d'eau. Enfin voilà. Et puis d'avoir une politique, d'avoir une boîte en fait aussi, une entreprise où il fait bon vivre, où les salariés sont contents de rester, où ils restent pendant des années et que en fait que règne la bonne humeur et puis les bonnes bières quoi. Quand tu as débuté en 2015, la brasserie La Dilettante, tu dis on était seul à Vannes, mais on est pourtant dans une région, la Bretagne, où il y a quand même pas mal de brasseries. Le métier de brasseur est plutôt bien développé. Alors le métier de brasseur est plutôt bien développé, surtout aujourd'hui. Nous on arrivait à peu près dans une période où finalement les gros brasseurs bretons, il y en a 3, c'est Lancelot, Brit et Coref, prenaient quand même pas mal de place un peu partout. Chacun s'était un peu découpé sa région, et puis ça fonctionnait très bien comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de brasserie, on va dire entre 1000 et 5000 hectolitres. Donc voilà, sur une une grosse microbrasserie, c'est toujours compliqué de déterminer en fait dans quelle échelle on se situe, mais surtout en fait on arrivait avec des styles de bière qui à l'époque se faisaient assez peu en Bretagne. On était encore dans beaucoup de régions sur des traditions plutôt belges. On arrivait on voulait travailler le houblon parce que c'est ce qu'on aimait boire, c'est ce qu'on aimait faire aussi, tout en respectant un certain équilibre, de trouver en fait quand même de mettre en valeur cette matière première qui était assez peu mise en valeur en fait en Bretagne. Il se trouve qu'il y a dans le même temps quelques brasseries en fait dans la même année. Il y a Escumène à Rennes, il y a Baril à Brest, l'année d'après il y a eu Storlock à Concarneau. Voilà, on est à peu près dans cette mouvance là en fait. En fait, il y en a aussi d'autres qui arrivent aujourd'hui. On était en fait sur un créneau
un peu particulier, quoi. À l'époque, on essayait de proposer des bières un peu différentes, quoi. Si on devait résumer la brasserie, on n'a pas envie que nos bières soient réservées en fait à un public bien particulier. C'est que c'était plutôt diffuser un produit bon, biologique, au plus grand nombre, quoi. Donc on est plutôt content, et aujourd'hui à la brasserie il y a des gens qui viennent et qui, en fait, la Flemme, qui est notre première bière, en fait, notre meilleure vente, et la bière de base dans beaucoup de frigos du coin, quoi. Donc ça c'est cool, hein. C'est exactement ça qu'on voulait, quoi. Et aujourd'hui, on peut dire que la renommée de la Dilettante dépasse largement les frontières de la Bretagne. On peut même parler de renommée nationale. Comment tu l'expliques ? Encore aujourd'hui, on vend quand même énormément en local, hein. On a une demande vraiment très 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 locale. Je crois que c'est quasiment 90% en fait qui part en Bretagne. Et j'inclus la Loire-Atlantique dedans parce que je suis gentil. Et ils ont le château. Ouais, c'est ça, ils ont le château. Ouais. On a fait quelques festivals. En fait, je pense que c'est surtout là-dessus qu'on s'est fait connaître, hein. On a été dans les premières éditions du Lyon Beer Festival. On a fait la Paris Beer Week. C'est sur ces festivals-là, à mon avis, où dans la communauté bière, le nom s'est un peu répandu. Après, j'ai pas l'impression qu'on soit en fait encore très marqué, comment dire, geek, quoi. En fait, on est une brasserie. Alors, on commence à faire des bières qui sont. La canette a apporté aussi un peu tout ça, parce qu'on a commencé l'année dernière. On commence à faire des bières qui sont un peu plus pointues. On a fait quelques bières aussi. Acides, bien travaillées, sur du vieillissement en barrique, etc. Donc ça commence à arriver. Jusqu'ici, en fait, on a vraiment très envie de le faire. On va le faire sûrement en plus grande quantité dans les années à venir, mais jusqu'ici, on était très limité par notre capacité de production, en fait, et il est vrai que c'était difficile, en fait, de mixer un peu les deux. Là, on va avoir de quoi s'amuser avec la nouvelle machine. Donc, puis voilà, je n'ai pas vraiment d'explication, en fait, autre que ça, quoi. Nous poursuivons la visite de la brasserie La Dilettante à Saint-Nolff, près de Vannes, dans le Morbihan, avec Frédéric Favennec, le maître brasseur de La Dilettante. Là, on est dans ton antre, on est dans la salle de brassage. Je te laisse nous faire le tour du propriétaire. Exactement, donc là on est là où tout se joue, donc on a la production en fait en partie chaude sur notre outil de production, donc les deux Brewmeister qu'on utilise en parallèle. On a deux Brewmeister de 500 litres qui nous permettent de sortir environ 500-600 litres par Brewmeister et environ du coup 1200 litres par brassin. Donc on est amené en fait à mettre le mou qu'on a produit dans nos fermenteurs. On a 4 fermenteurs d'environ 1000 litres et 4 autres qui sont 2 fois plus gros. Donc ça nous permet d'avoir une bonne rotation au niveau des bières sur cette zone de prod ici. On a également la ligne de conditionnement qui est dans la foulée ici. Pour l'instant et depuis la création de la brasserie, toutes nos bières sont faites en refermentation en bouteille. On fait de la carbo forcée sur la partie fût. Donc là on est en plein dans la journée de brassage et journée de conditionnement également. C'est souvent le cas, on fait souvent des doubles emplois au niveau de prod et conditionnement en même temps. Surtout que là en fait on va arrêter la production d'ici 15 jours pour pouvoir se concentrer sur le déménagement et du coup la préparation du nouveau matériel. Donc là la journée se termine pour le conditionnement. On a conditionné 24 hectos environ de notre bière blonde, la Flemme. Moi ma journée de brassage elle est à peu près à la moitié. Je suis sur le nettoyage de la partie chaude donc des Brewmeister et je vais relancer un brassin ce soir qui va tourner toute la nuit en fait pour venir faire ces différents paliers. Donc les paliers empâtage, écarification, mash out. Donc du coup en fait c'est un cycle qui se répète 5 ou 6 jours par semaine en général. On n'a pas des conditionnements tous les jours quand même, sinon ce serait un petit peu sport, mais en tout cas pour l'instant l'outil nous permet en fait de produire suffisamment, mais en tout cas avec un rythme plutôt soutenu. En 2020, la Dilettante, c'est 3000 hectos de bière, beaucoup de fûts, alors ça c'est en temps normal, puisque ça représente environ 60% de la production qui part
en fût pour les cafés, hôtels, restaurants, les festivals aussi. Là, tout s'est reconcentré sur la bouteille. Oui, alors on a eu cette chance en fait, effectivement, avec notre circuit de distribution, d'avoir une demande qui s'est accrue sur la bouteille. Donc c'est un format qui pour nous est un petit peu plus contraignant à conditionner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur la refermentation en bouteille, on est sur un cycle qui est un tout petit peu plus long de production. Mais on a eu cette chance en fait que notre circuit en fait de distri s'adapte et du coup compense finalement en fait ce manque de chiffres dû aux fermetures des bars par la bouteille. Donc on est plutôt bien sorti par rapport à ça. Là, on est dans la salle de brassage de l'ancienne dilettante. Tout à fait. Donc là, en fait, ça va bientôt être du passé. On a encore 15 jours à tirer, entre guillemets, sur la bécane. On conduisait une 4L, on va bientôt conduire une Lamborghini. Non, une Maserati plutôt. Mais ouais, du coup, c'est sûr, hein, ça fait 3 ans qu'on attend, 2 ans quasiment qu'on attend la nouvelle salle de brassage. Ça va faire du gros changement. Et du coup, là, c'est vraiment le dernier round sur ce matos-là, quoi. On va visiter ? C'est parti. Nouvelle salle de brassage, nouveau bâtiment, autant faire les choses en grand. Exactement, donc là on est juste à côté, on a construit un bâtiment collé à notre ancien bâtiment. Notre ancien bâtiment va rester là évidemment et deviendra une grande chambre froide pour le stockage de nos produits finis. Donc ici on change tout complètement, on a une nouvelle salle de brassage qui va pouvoir nous permettre de fabriquer 24 hectos par brassin et on va pouvoir assez facilement faire 2 brassins par jour. Donc, contre 1200 actuellement. Contre 1200 litres, ouais. Donc là, on va faire en vrai, en gros, en une journée, 48 hectos contre 12 qu'on faisait avant, quoi. Donc ça fait un gros gap, sachant qu'en gros, pour simplifier, ça fait en une journée, on peut faire une semaine de prod qu'on a en ce moment, en fait. Et on sera peut-être amené à pouvoir faire même plus que 48 hectos par jour en faisant des équipes, en fait, hein, tout simplement, en décalant un petit peu les horaires. Donc là, on a suffisamment de fermenteurs pour vraiment faire des gardes un peu plus importantes pour nos bières et aussi pour faire plus d'éditions limitées, plus de bières spéciales, ce qui nous excite pas mal, je dois avouer. On change également notre embouteilleuse, notre ligne de conditionnement. Donc dès demain, donc dans 15 jours, quand on mettra tout en route, on va pouvoir être amené à produire des bières en bouteille en isobar. On va rajouter directement le CO2 dans les bouteilles et pas en refermentation en bouteille comme on faisait en ce moment. Plusieurs gros avantages à ça, c'est que comme on l'expliquait tout à l'heure, en gros on a une perte d'aromatique, notamment sur des bières très houblonnées quand on fait de la refermentation en bouteille. Donc en faisant, en fait, on aura quasiment une qualité fût dans nos bouteilles par la suite, en fait, quand on sera amené à utiliser la nouvelle machine. Donc avec des meilleurs rendus, des bières qui tapent plus, etc. En ajoutant à ça évidemment une nouvelle salle de brassage qui va nous permettre de faire des bières plus péchues, tant au niveau du malt qu'au niveau du houblon également. Alors qui dit agrandissement des volumes, dit agrandissement de la production ? Oui, tout à fait. Alors on va déjà, d'une première part, être un peu plus confortable sur la production des volumes. Je pense que cette année, on va faire un petit peu plus que l'année précédente. Il va falloir un petit peu de temps pour, je pense, apprivoiser la bête, la nouvelle salle de brassage et également la nouvelle embouteilleuse, je suppose. Mais oui, en gros, on tend plutôt vers une augmentation de la qualité de nos bières, tout en augmentant le volume progressivement et pas à la recherche d'un volume à tout prix sur nos bières classiques, quoi. On va plutôt être amené à se diversifier et à faire des brassins un peu plus poussés et des éditions limitées plus souvent. Aujourd'hui, la production, c'est quoi ? C'est 5 bières dans la gamme permanente et à côté de ça, tout un tas d'éditions limitées ? Oui, c'est ça. Alors on a fait plusieurs éditions limitées. Bon, l'année dernière, avec la situation actuelle, c'était un petit peu différent. On a fait, il me semble... On a fait 5 brassins qui sont partis en canette, donc sur des bières très houblonnées la plupart du temps. Et on a fait 2 ou 3 qui sont sortis en bouteille. On a en fait des batchs en one shot, hein. On fait qu'une fois ces bières-là, avec des petits tests au préalable évidemment. Et voilà, mais ça va être amené à s'accélérer un petit peu avec justement le nouvel environnement qu'on a là. On a plus de fermenteurs, donc plus de disponibilité. Les fermenteurs qu'on a qui sont gros, entre guillemets, en ce moment sur notre ancien bâtiment, ça va être nos petits fermenteurs dans le nouveau bâtiment et du coup ceux-là nous permettront de faire des éditions limitées en 24 hectolitres. Oui, parce que les cuves 24 hectos au brassage et les fermenteurs ? Alors les fermenteurs en fait font, en gros on va pouvoir mettre 48 à 50 hectos, on pourrait monter un peu plus sur certains qui ont une capacité utile un petit peu plus importante, soit faire des bières plus péchues qui nécessitent un petit peu plus de place dû à formation de mousse, etc. Soit en fait plus de volume justement sur des bières un petit peu moins alcoolisées, ce qu'on a tendance à faire en général, sur des bières où il y a un petit peu moins de matière en fait, du coup on peut partir sur plus de volume en général. Toi, ça fait 3 ans, Fred, que tu es ici à la dilettante. J'imagine que c'est quand même excitant de passer en gros de grosses marmites à un outil de production qui a ce gabarit-là, quoi.
Ah, ça c'est sûr, mais même de le voir comme ça, c'est vrai que ça a de la gueule comme on dit. On a vraiment hâte parce que ça va être... bon, déjà c'est un petit challenge de pouvoir, je pense, maîtriser le nouveau matériel, mais ça va être super intéressant. Ça va se faire effectivement un gros renouveau en fait au niveau des journées tout simplement. Donc on l'attend depuis un an, on a vraiment hâte de s'y mettre et effectivement c'est un gros boom là, ça va quasiment changer du tout au tout. Dans une journée où on faisait beaucoup de manutention, beaucoup de ports de charge, etc., ça va changer. On va avoir plus de temps pour préparer nos recettes, plus de temps pour chouchouter nos bières dans les fermenteurs, plus de temps pour vraiment apprendre le super process que cette machine peut nous permettre de faire. Et oui, ça change clairement et c'est plutôt excitant, ce qui nous attend. Outre tout le matériel dont on vient de parler, qui est déjà en soi un énorme changement dans la vie de la brasserie, le petit goodies, le petit cadeau, la petite cerise sur le gâteau, c'est le Hopgun pour le houblonnage à froid. Exactement, donc en fait là le Hopgun va nous permettre d'éviter d'avoir à monter en haut de chaque cuve qui sont relativement hautes quand on les regarde d'ici en tout cas. Donc on a quand même pour projet de mettre une passerelle en place pour pouvoir justement aller vérifier les nettoyages, les nettoyer, etc. à l'extérieur des cuves. Mais le Hop Rocket en fait va nous permettre ou Hopgun, on peut l'appeler comme on veut, nous permettre de faire des houblonnages en fait tout en étant déjà avec une bière carbonatée déjà, c'est une première chose, et sans avoir le risque en fait de faire des effets de nucléation comme dirait Pierre sur nos bières si elles sont carbonatées et qu'on dry par-dessus. Donc on va pouvoir en fait utiliser la technique aussi de la biotransformation, c'est-à-dire houblonner une bière en fait tant qu'elle est encore en fermentation. Avec certaines levures, ça permet en fait d'extraire des composants qui ne sont pas à la base dans le houblon et qui permettent du coup d'avoir des notes vraiment tropicales ou vraiment de fruits blancs, des choses qui sont qui éclatent en bouche pour les bières très houblonnées en tout cas. L'autre intérêt de cette nouvelle installation, c'est aussi la récupération des vapeurs qui vont pouvoir être réutilisées alors que jusqu'ici elles étaient perdues. Exactement, donc là en fait avec l'ébullition en fait on va récupérer ces condensats de vapeur pour faire chauffer notre eau de brassage qui peut nous permettre aussi d'être une eau de nettoyage pour la salle de brassage, etc. Donc ça ce sera plus perdu, ça partira pas à faire de la buée dans notre nouveau bâtiment. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, et c'est Pierre Lenaine qui est le responsable de la production de la brasserie La Dilettante qui nous guide dans cette dégustation. Pierre, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Allez, c'est parti, le meilleur pour la fin. J'ai voulu commencer par la flemme parce que c'est notre blonde, c'est ce qu'on vend le plus. C'est notre pale ale de soif, c'est-à-dire que c'est une bière qu'on a fait facile. Le but, c'est que ça se boive en pinte, que ce soit pas prise de tête, que ça se boive facilement. C'est une bière qui est faite à partir de pale, uniquement pour les maltes. Et en termes de houblon, on est sur plusieurs amérisants. Là, en ce moment, c'est du Challenger du Nord. Et on a du Cascade, qui est le houblon aromatique qui ne change pas sur cette bière. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire ce volume de flemme sur des houblons qui sont quasiment que français, en bio, ce qui était impossible il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est possible, donc on en est content. Et surtout, on arrive à voir qu'on a des bonnes qualités de cascade, il y a vraiment des belles aromatiques. Donc on travaille avec le cascade de la houblonnière de Haller dans le Morbihan, donc qui est à 30-40 km de la brasserie. On travaille avec Mathieu Cosson des Champs du Houblon, qui est dans le 44. Et puis donc la Hoy dans le Nord qui fait aussi un super cascade. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à la goûter. Sur la flemme, on est vraiment sur une robe jaune un peu marquée. Il y a avec un petit léger trouble au nez. Sur la flemme, ça va être assez marqué par des touches végétales nobles. Ouais, on va avoir aussi un petit peu de fruits blancs à noyaux, un petit peu d'agrumes. Voilà, donc on va retrouver un petit peu ces notes-là en bouche, avec une légère amertume, une finale assez sèche, qui fait que la bière est hyper buvable. Et on va retrouver ces petites notes de zeste d'agrumes sur la finale. C'est désaltérant, c'est facile à boire, c'est ce qu'on voulait faire sur la flemme, elle porte bien son nom, c'est une bière facile, quoi. Voilà. Donc là, je te fais goûter une bière un petit peu atypique. C'est des choses qu'on aime bien faire sur nos éditions limitées. Là, on est sur la série Cadavre Exquis, parce que c'est des bières en fait où on va laisser une part d'incontrôlé dans la réalisation de la bière.
Là, par exemple, en fait, c'est une cofermentation de cidre et de bière. Et donc, c'est les levures indigènes du mou de pomme qui ont fait fermenter l'ensemble du produit, c'est-à-dire à la fois le mou de pomme et le mou de bière, en fait. On a fait ça en partenariat avec une super cidrerie locale qui est basée à Arradon, qui s'appelle la cidrerie du Golfe. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose d'un peu atypique. On est entre le cidre et la bière. C'est quelque chose d'assez fin. On n'est pas parti sur l'opulence. On est sur quelque chose d'assez léger en alcool. Ça fait 5,5. Si je décris un petit peu la robe, moi, ce que j'aime bien là-dessus, c'est qu'on est sur quelque chose là de très net, de très clair, de vraiment de limpide. Donc, ça donne soif. Hein, t'as envie de la tomber. Et puis après, au nez, c'est... voilà, on a ce côté un peu cidre, mais on a aussi des petites touches maltées. On voit bien qu'on n'est pas uniquement sur un des deux produits qu'on a utilisés pour le faire. Et puis après en bouche, on va goûter. Voilà, sur la bouche, on est assez saisi par la pomme en entrée. Et moi, je trouve que ça se finit par des petites touches maltées. Alors, il faut savoir que dans la base maltée, il y a un petit peu de sarrasin. Bon, c'est vrai que là, il est un petit peu en retrait. Si j'avais un truc à corriger sur cette bière, c'est qu'on aurait peut-être dû mettre un petit peu plus de malt de sarrasin. Mais voilà, ça reste hyper buvable. On a quelque chose que moi, je trouve assez délicat. On n'est pas sur le démonstratif, on n'est pas sur l'opulence. Voilà, ça reste hyper buvable. Voilà, et pour décrire le produit un petit peu techniquement, il y a en gros 500 litres de mou de pomme pour 1200 litres de mou de bière. Voilà. Avec un petit ajout en dry hopping pour une petite touche un peu végétale qui est très légère, avec du cascade, toujours de la houblonnière d'Aller, donc juste à côté de la brasserie. Et là, Pierre, on est presque sur une bière identitaire, parce que le cidre, la Bretagne, ça colle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'ici, on est dans un pays qui a une grosse, un gros attrait pour le cidre. Hein. C'est vraiment quelque chose de traditionnel. Ici, les gens, ils boivent ça à table, ils boivent ça à l'apéro. Donc, quand on a sorti cette bière, c'est vrai que ça a accroché tout de suite les gens parce qu'on était sur un produit qui était familier et donc avec la curiosité de voir ce que pouvaient faire deux produits qui sont bien consommés par les Bretons et qui étaient assemblés. Donc ça a super bien fonctionné. Et ce qui est sympa, c'est que pour le coup ça met vraiment en avant le terroir parce qu'on a du malt breton, on a du jus de pomme local, un houblon breton. Enfin voilà, il y avait tous les ingrédients pour faire un beau produit de terroir en fait. Troisième dégustation. Alors on enchaîne avec la bringue. La bringue en fait c'est notre white session IPA. Donc en fait on est sur une bière blanche en fait, bien houblonnée avec un houblon américain qui est le Citra. Donc là l'idée c'est de faire une bière assez légère, on est à 4,5. Donc facile à boire, mais avec quand même beaucoup d'aromatiques. Sur la bringue, on va avoir un côté hyper exotique en nez, en bouche, on va le retrouver aussi. Après, ça va être plus tenu sur une note un peu citronnée, voilà. Et puis voilà, un petit trouble aussi amené par le blé qu'on utilise à 50% dans cette bière. Donc voilà pour la bringue. Et puis la bringue tout simplement parce que voilà, ça se boit dans l'idée des bières qu'on fait, ça se boit facilement. C'est typiquement on peut en boire 5-6 en soirée, voire beaucoup plus, voilà, sans se prendre la tête, sans tomber par terre. Donc voilà, c'est l'idée de la bringue, c'est une bière festive. Voilà. J'ai rien à dire de plus là, mais elle est bonne, c'est déjà ça, c'est le principal. Voilà, une bière peintable quoi. Et donc la petite histoire de la bringue, c'est qu'à la base c'était une édition limitée. Et en fait, on en a bu tellement, on a pris tellement de plaisir à la boire, et puis on a reçu des retours assez positifs dessus qu'on a décidé de la passer dans la gamme permanente. Voilà. Alors là, je t'ouvre une poule Malax une illusion. Donc pareil, on est dans la série Cadavre Exquis. Donc voilà, c'est ces bières où on peut avoir une fermentation spontanée, où on contrôle pas tout, où l'idée c'est vraiment d'aller explorer des nouveaux goûts. Et Cadavre Exquis aussi, parce qu'en fait, pour trouver le nom, on se réunit autour d'une table et on fait un titre de bière à la manière d'un cadavre exquis. C'est-à-dire que chacun essaie de trouver un
écrit un bout de phrase sur un papier, on assemble tout et on arrive à des phrases comme voilà, une poule, Malax, une illusion. Donc voilà, donc on va goûter. Donc alors c'est une bière qui est un petit peu atypique parce qu'on est aussi sur une co-fermentation. On est sur donc là un assemblage de mou de vin et de mou de bière. Donc on a utilisé comme mou de vin un cépage qui s'appelle la folle blanche. Donc ça c'est un cépage qui est vraiment typique du muscadet. Donc on a utilisé la folle blanche d'un vigneron qui s'appelle Fred Laillé, super domaine sur Gorges qui bosse en bio. Et c'est aussi intéressant la folle blanche parce que c'est un cépage en fait qu'on retrouvait beaucoup planté dans le coin, donc juste à côté de chez nous, là sur la presqu'île de Sarzeau. Donc il y a un petit côté hyper local aussi. Et donc comme pour la bière à base de cidre, c'est les levures naturelles du raisin qui ont fait aussi fermenter le mou de bière. Alors sur cette bière, ce qui est intéressant, c'est que là on arrive sur des nez un peu, voilà, sur des nez qui sont complexes. On a quand même du mal à donner juste une touche aromatique, mais on arrive un petit peu sur de la gelée de fruits, des touches un peu gelée de coin. En même temps, on sent une petite acidité. Il y a des touches, voilà, d'agrumes aussi, peut-être un peu confit. Voilà. Et là c'est intéressant parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas goûté. Et c'est des bières qui évoluent en fait, c'est des bières qui bougent, c'est des bières qui sont vivantes. Donc là, quand on goûte, on n'est pas sur de la bière, on n'est pas sur du vin. Après on sent qu'il y a un peu de structure, il y a un peu de corps. Donc il y a peut-être quand même un petit côté vineux. Et ouais, on sent que la bière a évolué. On est sur, moi j'ai des notes de confiture d'orange amère. Il y a une belle tension, une petite acidité. Il reste un petit peu de rondeur en bouche. Là, on finit vraiment sur une note assez ronde, mais qui fait quand même saliver. Ça reste digeste. C'est vrai que là, c'est peut-être plus une bière pour la table. Il y a un peu plus il y a un petit peu plus de corps, un petit peu plus d'alcool parce qu'on est à 7,5. Mais c'est intéressant aussi de partir sur des bières comme ça en se disant que voilà, plus on va attendre, plus le produit va évoluer. C'est un produit qui va connaître en fait plein de phases en bouteille et qu'on pourra regoûter, j'espère, dans 5, 6, 7 ans avec des notes aromatiques complètement différentes. Donc, hop. Pour terminer, on va goûter la rhétorique par un matelas sous la table. Donc, comme son nom l'indique, c'est aussi un cadavre exquis avec ce petit nom subtil. Et donc cette bière-là, c'est une bière donc brettée. Donc la fermentation vraiment c'est fait avec des brettes. Et une petite particularité, il y a un ajout de myrtille. Donc il y a environ 100 grammes par litre de myrtille. Donc qui donne cette jolie robe là qui part sur le rouge. Un rouge foncé, un peu opaque, assez intense. Ah, c'est pareil, c'est comme l'autre bière en fait, ça a un peu évolué parce que celle-là, ça fait quasiment 1 an qu'on l'a conditionnée, donc ça bouge pas mal en bouteille. Donc là, on a un nez qui part un peu plus sur l'acétique, sur l'acidité, pas trop quand même parce que sinon ça devient vite imbuvable. Mais il y a aussi le fruit, là on sent le côté fruit rouge un petit peu acidulé qui claque assez vite au nez. Et puis en bouche. Ouais, en bouche, on va retrouver ce côté fruit rouge, le côté un peu brette qui est là. Et on va presque retrouver une petite touche tannique. Il y a presque un petit côté vineux aussi dans celle-là, mais avec une finale très sèche. C'est une bière qui a fini à une densité hyper basse. Donc on se retrouve avec un produit qui est vraiment salivant, même un peu salin je trouve, et hyper facile à boire malgré le produit quand même hyper atypique. Sur la rhétorique, c'est vrai que en plus ce qu'on peut dire aussi en plus sur la robe et qui est assez sympa, c'est qu'on a des petites touches presque tuilées quoi, comme sur un vin rouge un peu évolué.
Et puis après au nez, c'est vrai qu'on part sur vu qu'on a travaillé avec des brettes, on a un côté un peu spontané, un peu gueuse, un peu belge de ce côté-là, quoi. J'ai rien de plus qui vient là. Merci à Jean-Baptiste Moreau, Frédéric Favennec, Pierre Lenaine et à toute l'équipe de La Dilettante pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie La Dilettante en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast et venez aussi discuter sur Tumult, le nouveau réseau social du podcast. Vous téléchargez l'appli et vous pouvez interagir directement au fur et à mesure de votre écoute de l'épisode. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une autre brasserie du Grand Ouest. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.